Ok. Salut Émeric, Salut Julien. merci d'avoir accepté mon invitation. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es venu dans le podcast d'ailleurs, tiens. Alors, premièrement, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis entrepreneur depuis 20 ans maintenant. Je fais aussi plein de trucs pendant mon temps libre qui me font vibrer, comme beaucoup de voile, beaucoup de kitesurf, qui est mon sport favori. Ma carrière d'entrepreneur m'a emmené à créer différentes boîtes, enfin pas différentes boîtes, une seule boîte en fait. C'est la même boîte depuis juillet 2000, tiens-toi bien, ça fait 22 ans que c'est la même société, la même entreprise et le même cofondateur, Benoît. Dans cette entreprise, on a créé plusieurs projets et ça a toujours été des projets autour du logiciel et du SaaS. Et ça a toujours été des projets autour du communautaire, comme on l'appelait, entre 2000 et 2011, 2010-2011, et donc du social media, ce que c'est devenu après. Donc la raison pour laquelle je suis venu pour te parler aujourd'hui, c'est parce que je suis depuis 22 ans dans cet écosystème du communautaire et du social media, et passionné par ce qu'on peut en faire, passionné par la valeur qu'on peut en tirer, mais aussi l'incroyable complexité qu'il peut y avoir derrière une apparente simplicité. Hein, ça a l'air très simple, mais c'est Hmm. beaucoup plus. Ça a l'air très simple à faire et à gérer, mais c'est plus compliqué que ça de réussir ce qu'on y fait. Et donc j'aime beaucoup découvrir les pratiques et les use cases, comme on dit, de ce que font les gens, des choses intelligentes, créatives qui font et qui fonctionnent, et pouvoir les partager avec le maximum de monde. Donc c'est pour ça que j'ai voulu venir aujourd'hui. Et donc le dernier projet en date sur lequel je travaille depuis 10 ans maintenant, c'est Agorapples, qui est un outil de social media management, comme on dit en anglais, ou de gestion des réseaux sociaux, comme on dirait en français, qui est le plus important en France, le plus ancien et le plus important en France, mais aussi en termes de chiffre d'affaires, troisième ou quatrième dans le monde parmi les outils en self-service, c'est-à-dire les outils que tu peux utiliser toi-même à un tarif raisonnable en allant faire un essai gratuit, regarder si ça te convient, si ça remplit ton cahier des charges et tes besoins, à opposer aux outils pour lesquels tu es obligé de passer par un rendez-vous avec une équipe de vente et une offre et une négociation, etc., etc. Voilà. Ok, chouette. Donc ouais, oui, en fait, c'est Agorapple, c'est hyper connu chez les community managers et social media managers. Moi, j'ai travaillé sur cet outil dans mon premier emploi de community manager, mais c'était en 2016, c'était il n'y a pas très longtemps en fait quand on y pense, par rapport à l'échelle de l'existence de Agorapples. Mais depuis, ça a dû changer Ah vraiment ouais, beaucoup, je pense. beaucoup, Moi, c'est clair. il y avait encore les jeux, je pouvais organiser des jeux. Ah oui? Ouais, il y avait l'outil pour faire ça, donc je Ouais, me ouais. rappelle. Alors ça, c'est drôle que tu dises ça, parce que c'est comme ça qu'on a commencé à Grand Apples. En 2011, fin 2011, quand on le lance, le fondamental de la valeur ajoutée du produit à l'époque, c'était les jeux concours, les quiz, les tirages au sort, les concours photos, etc., etc. Truc qui était hyper répandu et demandé 2011-2012 et qui s'est progressivement asséché, essentiellement parce que Facebook a ajouté de plus en plus de limitations à ce qu'on pouvait faire. Et notamment le truc qui faisait que tout le monde voulait ça en 2011-2012, c'était que les gens disaient like ma page, aime ma page pour Ouais. pouvoir participer au jeu, machin chose. Et ça, Facebook l'a enlevé. Et à partir du moment où Facebook a enlevé cette possibilité, c'est devenu beaucoup moins intéressant parce que les gens voulaient juste augmenter l'audience qu'ils avaient sur leur page Facebook. C'est drôle, hein, mais le truc a complètement disparu. En 2022, c'est terminé. Plus personne fait ça, quoi. Ouais, Donc ouais, ça c'est te clair. montre, tu vois, les 22 ans de changement de business, de projet, Mm. etc., et de pivot, et les évolutions qu'Agorapple a connues entre ne serait-ce que 2016 et 2022 sont absolument nécessaires, parce qu'on est dans un marché qui change et qui se réinvente quasiment tous les 5 ans, quoi. Ouais, exactement. Justement, dans cet épisode, on va parler vraiment d'un truc qui est une problématique à la fois pénible pour le community manager et à la fois un mystère pour les clients. C'est le retour sur investissement, le ROI. Comment on fait pour démontrer le ROI quand on a un community manager qui débute? Tu vois, on va vraiment axer l'épisode là-dessus. Moi, je me souviens qu'aussi, il y avait le ROI sur la page Facebook quand j'avais commencé sur Agorapples. Et je vais t'avouer un truc, je comprenais rien à comment ça fonctionnait, hein. Alors, t'es pas le seul. C'est pour ça qu'on Ok. a refait ça et que je pense qu'on l'a enlevé déjà dans les rapports. Maintenant qu'on a le nouvel, le ROI V2, le nouvel outil
qui permet de mesurer ça. Alors, la réponse, c'est une question simple, mais une problématique extrêmement complexe et extrêmement profonde dans ses implications dans l'entreprise et dans le département marketing en général. D'abord, la première chose qu'il faut retenir, c'est que démontrer le ROI de quoi que ce soit est extrêmement compliqué. Même en ligne, même dans un monde digital. Et c'est le petit piège dans lequel on tombe tous quand on démarre une activité digitale, c'est de se dire, bon, c'est digital, donc tout est traquable, donc le ROI va être facile à prouver, et donc on va vite savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc le premier point, c'est extrêmement compliqué de démontrer le ROI, même de publicité payante, même de Google Ads ou de Facebook Ads, c'est compliqué. Donc, partant de ce principe-là, ce qu'il faut bien faire attention à faire quand on est un community manager et qu'on travaille pour des clients ou pour une entreprise, c'est être certain que son alter ego ou sa contrepartie chez le client ou la personne avec laquelle on communique ou son boss ou les décideurs dans l'entreprise dans laquelle on travaille ont conscience de ça. S'ils n'ont pas conscience de ça, on va avoir des soucis. Ouais, S'ils pensent que c'est simple et que c'est facile et qu'il suffit d'appuyer sur le bouton pour que le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux fonctionne et qu'il soit mesuré simplement et rapidement, on risque d'aller vers de très grosses désillusions. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut s'assurer que les autres activités marketing, donc on parlait du payant, des Google Ads, des social ads en général, LinkedIn, Facebook, etc., Instagram, et tout ce qui est marketing automation, tout ce qui est emailing, toutes les autres activités digitales, elles sont traquées. Parce que si elles sont traquées, ça veut dire que le client ou l'entreprise dans laquelle on travaille a l'infrastructure data nécessaire à mesurer l'impact du travail digital que l'on fait. Si ça n'existe pas, tu ne pourras pas prouver le ROI des réseaux sociaux, pas mieux que ton entreprise ou ton client ne prouve déjà pas le ROI de ses emails, de ses publicités, de ses landing pages, de ses e-books, de ses webinaires, etc., etc. Donc ça, ce sont les deux points de départ. Compréhension de la difficulté et de tous les contours du sujet en termes de data, en termes d'outils d'analytics qui doit être mis en place, en termes de ce qui doit être intégré dans le site, en termes de pixels, en termes d'événements, d'enregistrement d'événements, etc., etc. Si ça, c'est pas fait, tu n'arriveras à rien, premièrement. Et si le client ou l'entreprise n'est pas aujourd'hui capable de mesurer les autres activités marketing, évidemment, tu feras pas mieux en social media, par essence, quoi. Donc ça, oui, c'est les deux points de départ. C'est vrai que c'est clair, comme tu le dis, hein, c'est vrai que si le client n'est déjà pas capable de mesurer la publicité qu'il fait ou même les campagnes email qu'il lance, c'est vrai que pourquoi il arriverait du coup à fournir les outils pour mesurer l'organique, quoi. Tu pourras pas faire mieux avec l'organique social que ce que tu ne fais pas déjà avec tous les autres canaux digitaux. C'est aussi bête que ça, hein. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça. Ensuite, une fois que tu sais que tout le reste est mesuré, ça veut dire que tu peux te plugger avec ce reste et que tu peux bénéficier, toi, de l'infrastructure de mesure qui a été mise en place par l'équipe data, l'équipe ingénieur, etc., etc. Donc là, tu peux commencer à travailler. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le deuxième point, on va dire. Le premier, c'était assure-toi que les huiles de ton entreprise ou chez ton client comprennent que c'est pas un sujet simple. Le troisième point, c'est que la mesure que tu vas pouvoir faire avec cette architecture de mesure, alors ça va être beaucoup Google Analytics, hein, c'est 80% des business aujourd'hui, mais ça peut être des outils d'analytics comme Adobe Analytics ou en France j'entends parler d'AT Internet ou d'autres outils comme ça qui font tous la même chose en réalité, hein. Ils mesurent le trafic et ce que fait le trafic chez toi en te demandant d'aller placer à différents endroits des marqueurs de visite de page ou des marqueurs de téléchargement de choses ou d'inscription à des choses ou de revenus, voilà, le e-commerce revenu ou les goals comme on les appelle dans Google Analytics. Donc ça va mesurer une partie du résultat mesurable, tangible que tu peux obtenir avec tes activités digitales et donc avec tes activités réseaux sociaux également. Mais il y a une autre, et moi j'appelle ça la mesure quantitative. J'ai combien de clics, combien de visites directement liées à une activité, directement liées à un email, directement liées à un webinar, directement lié à une publicité, directement lié à un post sur Facebook. Enfin, aussi bêtement que ça.
Mais ça, il faut bien comprendre que ça n'est pas tout. Et ce que ça n'est pas notamment, c'est ce qu'on appelle nous le dark social. Ce que ça n'est pas, c'est comment dire, l'attirance, c'est pas le bon mot, mais la manière dont tu arrives à créer de la notoriété et de l'awareness, comme on dit en anglais, et j'ai entendu parler de Julien une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, hop, je vais sur le site et je veux m'inscrire, je vais écouter ton podcast. Ouais. Le quantitatif ne mesurera jamais ça. Ça, c'est ce que moi j'appelle le qualitatif. Et la mesure quantitative, c'est une mesure Google Analytics. On va prendre celui-là parce que c'est le plus gros. Ouais. Google Analytics, un clic égale une visite, égale un download de ça, égale un sign-up d'essai gratuit. Si je prends mon cas à moi, égale 1 euro de revenu. Le qualitatif, c'est bonjour, qu'est-ce que vous avez fait pour avant d'arriver chez moi? Qu'est-ce qui vous a amené chez moi? Question ouverte. J'ai écouté votre podcast, et puis après j'ai téléchargé tel truc, puis j'ai un ami qui m'a recommandé tralala, etc., etc. Et ça, c'est la mesure de ce que l'outil de mesure Google Analytics ou autre, ou l'équivalent, ne pourra jamais mesurer. Et à la fin de la journée, c'est la combinaison de ces 2 choses-là qui va te donner la chose la plus proche de la mesure du ROI. C'est-à-dire la capacité de mesurer les impacts directs de ce que tu as fait on parle des réseaux sociaux, donc on va dire, de l'activité que tu as eue sur les réseaux sociaux. Ça va te donner une partie de l'histoire du ROI. Elle est importante, mais elle n'est pas tout. Et par ailleurs, une mesure qualitative, qu'est-ce qui vous a amené à venir tester notre outil aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a amené à venir écouter notre podcast aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a amené à visiter notre site et télécharger telle chose ou faire tel acte de marque d'intérêt par rapport à notre business ou à notre marque? Et là, des réponses ouvertes que tu peux analyser. Alors, on commence à avoir des possibilités d'analyse avec de l'intelligence artificielle pour faciliter un peu le travail. Parce que comme ce sont des questions ouvertes, c'est des réponses ouvertes, donc tu peux avoir des milliers de réponses à analyser et c'est pas forcément très simple. Mais là, en général, tu as encore une autre histoire qui est racontée. Quelqu'un que j'aime beaucoup dans ce domaine-là, Chris Walker, d'une boîte qui s'appelle Refine Labs aux États-Unis. Tu connais? Non, je voulais résumer ce que tu venais de dire, parce que c'était quand même assez dense. Mais vas-y. C'est un grand promoteur de ça, et lui, c'est un grand promoteur du qualitative feedback, donc pose la question de comment les gens t'ont découvert pour apprendre la vraie histoire, parce que lui, il a construit un business de 0 à 100 millions de chiffre d'affaires, de 0 à 100 personnes en l'espace de 3 ans, avec un podcast et LinkedIn. Point barre. Et quand il regarde, c'est une agence, donc c'est du service, c'est pas un produit. Ouais. Ça va en général plus vite quand tu es très très bon et que ton service est très très bon et que tu es très bon à le faire connaître. Quand il regarde, lui, ses outils de business intelligence et d'analytics, ce qu'il voit comme source de ses revenus, de ses demandes pas de factures, de propositions commerciales, etc., il voit Google Search et organique. Donc il voit pas grand-chose, ce que tu verrais dans Google Analytics. Et quand il pose la question comment vous avez entendu parler de nous, à 90% il a un podcast et un post sur LinkedIn que j'ai vu partagé par quelqu'un que je connais, etc. Mais comme ni dans le podcast, ni dans les posts sur LinkedIn, il y a de liens qui renvoient vers son site. Alors après, il pourrait mettre des liens sur LinkedIn. Ça, on pourrait en débattre avec lui, mais lui, il est assez ayatolesque sur le sujet, donc il n'en met pas. Il n'y a pas de possibilité de tracer directement la source du business qu'il a obtenu sur son site, de la demande de démo, de la demande de rendez-vous. Avec ce podcast, tu le sais, tu fais un podcast, très compliqué de traquer l'impact d'un podcast sur une vente, sauf à demander comment vous nous avez connu. J'écoute votre podcast, boum. Ça, tu le mets dans la ligne et tu dis, voilà, ce prospect-là, il est venu à cause du podcast. Et donc, ce qualitatif-là, il va venir compléter un quantitatif qui est, lui, l'impact direct de j'ai mis un post sur Facebook, j'ai fait la promo de mon Black Friday, machin chose, et ils sont venus et ils ont acheté pourtant. Donc, les deux, le social media ROI, c'est la combinaison de ces 2 choses-là. Ouais, écoute, c'est super ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui disent ouais, on va faire que de la pub et ça va nous rapporter des ventes. Mais c'est vrai que toute la partie dimension, tu disais dark social, mais la dimension, on ne sait pas trop, on ne peut pas le tenir, quoi. C'est volatile, c'est le feedback, enfin les retours clients, quoi, les retours d'utilisateurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser du tout, mais qui est aussi important à la fin dans l'équation et qui pèse, quoi. Comme tu le montres avec l'exemple de Chris Walker, c'est ça ? Voilà, c'est ça.
Ouais. Et ça, c'est vrai que le podcast, par exemple, moi, si je reprends, tu m'as dit le podcast, ça marche très bien. Oui, ça marche très bien. Moi, mais j'ai des clients qui sont venus grâce au podcast. Ils m'ont dit, je connais, je t'ai écouté dans le podcast, c'est avec toi que je veux travailler, quoi. Et ça marche très bien, quoi. Ça, c'est vrai. Mais je peux pas le contrôler. Bon, Le donc, seul moyen, c'est quand les gens vont aller sur ton site pour booker un meeting avec toi en disant je serais intéressé de parler, d'éventuellement recourir à tes services, etc. Là, tu as un truc qui dit comment avez-vous entendu parler de moi? Et alors, de deux choses l'une, où tu mets un champ libre. Ce qui est le mieux quand tu as peu de retours, et si tu en as 3-4 par jour, un champ libre, c'est l'idéal, parce que tu vas pas être dépassé, débordé par la quantité de contenu à analyser. Nous, on fait à peu près 5000 essais gratuits par mois. Voilà, 5000, tous les mois, analyser 5000 retours, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Plus 2000 plans gratuits, ça fait 7000 par mois. Donc, dans notre cas, pour l'instant, c'est encore une question ouverte qu'on a, mais je la fais analyser par quelqu'un qui est Sorav, qui travaille en Inde pour moi depuis pratiquement 6 ans. Il fait ce travail-là d'analyse, mais très très dur. À un moment donné, clairement, on va vouloir passer par l'intelligence artificielle pour faire gagner du temps et tout ça. Mais en tout cas, poser cette question au moment clé qui est je veux acheter ton truc ou je suis intéressé par acheter ton truc étant service, produit, peu importe. Si tu poses cette question-là à ce moment-là, tu apprends des choses assez incroyables. Ouais, exactement. Ça, c'est clair. Et alors, moi, quand je discute, tu vois, avec des entrepreneurs, parce que je suis dans des coworking, tout ça, souvent, ils me disent un truc, ils me disent, ouais, on a pris des alternants, des community managers, mais ça marche pas, on n'arrive pas à vendre, il se passe rien. Est-ce que tu peux nous aider? Toi, en tant que fondateur d'un outil d'Allure Apples, hein, tout simplement, qui est quand même présent dans plusieurs pays, c'est quoi ton point de vue à ce sujet? Est-ce que au départ, tu avais la vision genre on va sur les réseaux sociaux pour vendre? Qu'est-ce que tu expliques aux personnes qui posent cette question, d'autres dirigeants, d'autres entreprises par exemple? Alors, sur les réseaux sociaux, c'est comme partout ailleurs. Si tu vas sur les réseaux sociaux comme si tu vas dans la rue devant chez toi ou à l'événement B2B machin chose où sont mes équipes en ce moment à Londres et que t'essayes de vendre à toutes les personnes qui croisent ton chemin comme un bourrin sans jamais t'intéresser à eux, à ce qu'ils veulent et à ce dont ils ont besoin, t'es à peu près sûr d'aller droit à l'échec. Ouais. Et ça, c'est pas différent ou mieux ou pire sur les réseaux sociaux que dans la rue, que dans un événement, que n'importe où, que tu cherches à faire connaître ce que tu fais, les services que tu vends et les produits que tu proposes. Donc la clé, c'est de trouver qu'est-ce que tu vas pouvoir dire d'intéressant qui est quelque chose qui va leur faire tendre l'oreille. Tiens, ce que vous dites là m'intéresse. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Si tu arrives à générer ça, alors oui, tu peux vendre après. Si tu n'arrives pas à générer ça, ça ne sert à rien d'essayer de vendre. Donc si tu vas sur les réseaux sociaux et que tu dis « achetez-moi, 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 achetez-moi », c'est sûr que tu vas arriver à rien. Si tu vas sur les réseaux sociaux et que tu dis « vous êtes-vous posé la question de X ?» et que X est une question que les gens se posent, les gens qui s'intéressent à ce que tu vends se posent, ils vont venir te voir et vont dire « oui, effectivement, la question X m'intéresse, j'y ai pensé et là. » Et là, tu peux revenir vers eux en disant « bon, alors pour X, vous pouvez Y, Z, mais aussi A et B. Il se trouve qu'A et B, on le vend. Si jamais ça vous intéresse, je serais ravi de vous aider. » La clé de l'étape numéro 1, c'est comment tu déclenches le « tiens, ça m'intéresse ce que vous dites là, dites-moi plus ». Et si tu arrives à déclencher ça, tu as gagné le droit d'aller parler de ce que tu vends après. Ouais, exactement. Non, mais ça, c'est clair. Ça, c'est vrai. Parce que c'est le principe de générer des conversations sur les réseaux sociaux. Enfin, l'approche commerciale, en fait, l'approche commerciale basique, c'est créer des conversations avant de passer à l'étape vente. On ne peut pas passer à l'étape vente directe avant de commencer à échanger avec son client et tout. Donc, c'est clair que sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Alors, j'ajouterais un petit truc par rapport à générer des conversations, parce que parfois, il peut y avoir une confusion à trop penser que les réseaux sociaux, c'est pour générer des conversations. On oublie que c'est pour générer des conversations. Oui, mais quelles conversations? Celles qui vont nous amener à créer le lien entre l'intérêt de la personne qu'on a en face de nous et ce qu'on a à vendre. Parce que si tu crées des conversations sur la pluie, le beau temps et la guerre en Ukraine, et que tu vends un logiciel B2B SaaS comme je vends, c'est super, tu crées plein de conversations sur les réseaux sociaux, mais ça n'a aucun intérêt pour toi. Ouais, donc toute la difficulté, c'est de rester dans la conversation, mais la relier à l'intérêt que va avoir la personne avec qui tu converses pour ce que tu as à vendre. Parce que si tu n'arrives pas à créer ce
ce cercle vertueux-là, ta conversation, elle ne va pas te servir à grand-chose. Et c'est là, parfois, que les community managers se trompent en voulant créer de la conversation et de l'engagement. Ils vont avoir beaucoup d'engagement, ils vont être très fiers d'avoir créé de l'engagement, mais si cet engagement, au final, n'amène pas à créer le lien avec le produit ou le service que le community manager est censé représenter, parce que c'est son travail, il n'aura créé que de la conversation, mais pas du business. Et c'est peut-être là qu'il faut qu'il se pose la question de savoir est-ce que je crée les bonnes conversations avec les bonnes personnes. Et là, on devient un petit peu stratégique et on remonte d'un cran en disant posons-nous les questions de quelles sont les conversations que l'on veut créer avec qui. Et c'est probablement aussi une étape clé à faire avant d'y aller à fond 10 heures par jour à créer des conversations sur les réseaux. Ok, ouais. Non, mais c'est clair. Tu disais à fond 10 heures par jour, je me suis dit, oula, 10 heures par jour. Moi, ce que j'entends beaucoup des community managers et social media managers en général, qui ont les mains dans le cambouis, ceux qui font le travail, c'est que c'est un travail extrêmement prenant, qui s'arrête jamais, et c'est difficile pour eux parce que c'est compliqué pour eux mentalement quand ils ont ça dans la peau et qu'ils aiment leur travail et qu'ils aiment ce qu'ils font, de à 18h30 se dire non, terminé, je ne réponds plus, ou le samedi quand il y a une crisounette autour de leur marque, mais non, c'est le week-end, je répondrai pas. Et malgré le droit du travail et toutes les règles qui peuvent s'appliquer, c'est des gens en général qui sont compétents et qui aiment ce qu'ils font et qui en font plus qu'ils ne devraient parce que les réseaux sociaux, ça ne s'arrête jamais. Ils sont pas idiots, ils le voient bien, quoi. Ouais, bah ça c'est le grand battle, quoi. Il y a ceux qui continuent à bosser même le week-end et ceux qui moi je mettais les réponses automatiques de Facebook et tout, je me rappelle, ou même je me rappelle, ça va être des réponses automatisées, je les notais parce que le week-end je voulais pas être dérangé. Donc ça c'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est un grand débat. Les réseaux sociaux ça marche beaucoup plus le week-end que la semaine, donc forcément. Tu disais tout à l'heure que les CM se trompent sur certains sujets, sur les conversations notamment. Tu vois, quand ils abordent les CM le sujet du ROI avec leurs clients ou l'entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent garantir ou pas? Alors, je disais pas qu'ils se trompent, je disais qu'ils peuvent parfois se tromper en oubliant de remettre au cœur du débat la conversation, oui, mais quelle conversation avec qui pour pouvoir créer le lien avec l'entreprise que je représente sur les réseaux. Ce qu'ils peuvent garantir, je pense qu'ils ne peuvent garantir quoi que ce soit qu'à partir du moment où ils ont déterminé avec l'équipe ou le patron pour lequel ou laquelle ils bossent, ou le client pour lequel ils bossent, ils ont déterminé avec ces personnes-là quel était l'objectif qu'ils voulaient atteindre. Tant que cet objectif-là n'a pas été déterminé, malheureusement, ils vont un peu pédaler dans la semoule et être dans le brouillard de savoir, je ne sais pas quoi promettre ni garantir, parce qu'eux-mêmes n'ont pas l'air très très clairs sur ce qu'ils attendent de moi. Il y a quelque chose que moi j'ai appris en 22 ans d'entrepreneuriat, c'est que quand tu as des employés qui travaillent avec toi, pour toi, j'en ai 170 aujourd'hui, si tu ne leur donnes pas une définition très claire et précise de ce que tu attends d'eux, moi, chez nous, on appelle ça le what success looks like. À quoi le succès ressemble pour toi, dans ton job. Et en général, les managers passent 1 ou 2 bonnes heures à écrire ce document pour chacun des gens qui travaillent dans leur équipe. Parce que la clé de ça, c'est que chacun ait très bien compris qu'est-ce qui était attendu de lui ou d'elle comme résultat, comme outcome. En anglais, on dit output versus outcome. Output, c'est ce que tu produis. Outcome, c'est le résultat que tu obtiens grâce à ce que tu as produit. Un output, c'est écrire un blog post. Un outcome, c'est avoir généré 100 visiteurs uniques sur le blog post en question. Et donc, tant que tu n'as pas fait ça, tes salariés, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils vont devant, ils vont derrière, ils ne savent pas trop où ils vont parce que tu n'as pas défini pour eux. Mon ami, le succès, c'est ça. Donc, quand tu arriveras à ça, tu pourras considérer que tu as atteint l'objectif et je considérerai que tu as atteint l'objectif et tu seras content et satisfait et je le serai aussi et on pourra aller réfléchir à l'objectif d'après. Et bien, quand tu es community manager, c'est la même chose. Tu dois demander que la personne pour laquelle tu travailles, que ce soit un client ou un patron, t'ait défini c'est quoi le succès. Qu'est-ce qui fera que tu penses que je suis successful dans mon job de community manager? Si toi, tu sais pas me le dire, moi, je veux bien te faire une proposition, mais elle risque fort d'être à côté de la plaque. Parce que, d'abord et avant tout, comme c'est pour toi que je travaille, c'est de toi que j'ai besoin de comprendre à quoi ressemble le succès. Tu vois,
le CM qui demande ça à son client, souvent le client, moi j'ai déjà posé cette question pas mal de fois hein, à des prospects, ils savent pas du tout exprimer un outcomes, tu vois, enfin Ouais. le succès, cette notion de succès, j'ai l'impression que c'est au CM de le dire, tu vois. Ou sinon ils disent, ils annoncent un, un résultat très, très élevé par rapport à peut-être par rapport à ce qu'ils ont vraiment comme budget ou quoi, où ils ont des attentes un peu assez énormes quoi. Enfin, ils Ouais. n'ont pas de vraie notion. Et ça, comment tu réponds à ça? Enfin, comment tu Alors, fais quoi? je vais te faire une double réponse. La première partie de la réponse, elle va pas être très positive, c'est qu'a priori, tu vas avoir du mal à garder ce client. Ouais, Parce que si lui-même ne sait pas définir ce qu'il attend de toi, il va forcément être déçu. Parce qu'à un moment donné, il va penser qu'il a l'attente X ou Y et tu seras forcément à côté de la plaque. C'est-à-dire, mathématiquement, être dedans, c'est comme gagner au loto. Tu vas pas y arriver, quoi. Ça va être, il est bien trop probable que ouais, l'attente qu'il va finir par s'inventer dans 6 mois, quand tu seras arrivé ou pas d'ailleurs à un objectif X ou Y, sera très différente de celle que tu auras effectivement atteint. Donc la première chose, c'est red flag. Si tu travailles pour quelqu'un comme ça, et au moins conscience que tu es dans la zone à risque, parce qu'il est fort probable, voire très très probable, qu'à un moment donné, il y ait un réveil qui fasse bon, moi je pensais que vous apporteriez ça, vous l'apportez pas, on arrête la collaboration. Ça, c'est le premier point qu'il faut garder en tête. Le deuxième point, pour essayer de réduire le risque ou de mitiger le risque cette fin probable de collaboration avec ce client-là ou ce patron-là, c'est de dire, écoute, moi, j'ai besoin, d'abord, je t'ai exprimé le fait que j'avais besoin que tu détermines avec moi et que tu me dises qu'est-ce que tu estimais qu'allait être le succès pour moi et quels devraient être les objectifs que j'atteigne pour que tu sois satisfait de mon travail. Tu n'as pas été en mesure de le faire. J'entends que pour toi, c'est un sujet compliqué, que tu connais pas les réseaux sociaux et que tu ne sais pas par manque d'expérience, et c'est pas une critique, mais c'est un fait, ce que ça peut t'apporter. Et tu comptes sur mon expertise à moi pour te dire ce que ça peut t'apporter. Dans ce cas-là, je vais te faire une proposition. Et la proposition que je vais te faire, elle va être basée sur un faisceau d'éléments. Par exemple, imagine, tu travailles pour une marque qui a énormément de spam sur ses pages, de questions, de commentaires, de messages privés dans tous les sens. Et là, il faut aller sur Twitter et sur truc et sur YouTube et c'est le bordel et on n'y arrive pas. Donc là, j'entends qu'il y a un stress de pas répondre, d'enlever le spam, d'enlever les trolls. Ok, bon, moi, ce que je vais te donner, premièrement, première partie de ma prestation, je vais modérer pour toi tous les commentaires, messages privés, entrants, etc., pour que tu n'aies pas l'air tu vois, de t'en foutre et de ne pas ouais, répondre aux gens et de ne pas t'intéresser aux gens qui viennent te voir sur les réseaux sociaux ou de laisser traîner, c'est pas beau de laisser traîner des trucs spameux qui font la promotion de Bitcoin et de sites pornographiques sur ton compte YouTube dans les commentaires. Donc ça, je vais te l'enlever et je m'engage à aller jusqu'à 400 commentaires par mois, par semaine, peu importe. La volumétrie, ça par contre, c'est de l'output. On en revient à outcome versus output. Ça, tu connais, tu comprends, tu maîtrises, tu peux assez vite regarder tous ces comptes et voir ce qu'il y a. Et donc tu dis, voilà, volumétrie, tant je vais revoir et je vais éliminer. Et ça, je te le dirai. Et toutes les semaines ou tous les mois, je te ferai un rapport pour te dire qu'est-ce que j'ai fait là-dessus quantitativement. Exemple numéro 1. Exemple numéro 2, tu me dis que tu veux gagner en notoriété ou en vue ou en machin. Donc là, je vais mesurer combien de fois tes contenus publiés sont vus et on va partir de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a X. Voilà, j'ai été regardé, puis j'ai regardé sur les quelques semaines précédentes. Qu'est-ce que tu avais comme visibilité sur les contenus que tu postais? Et je vais aller chercher la visibilité Y. Donc là, effectivement, tu fais un pari, mais admettons qu'il fasse 10 000 vues par semaine sur les contenus qui sont postés, et tu lui dis l'objectif à 12 mois, c'est d'aller chercher 20 000 vues, et pour aller chercher 20 000 vues, donc doubler le nombre de vues et d'expositions, je vais faire tant de création de contenu, aligné avec ce que tu veux aller chercher comme réputation, ce sur quoi tu veux être connu, etc., etc. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, c'est la visibilité. En sachant que la visibilité, c'est pas mal, mais c'est moins bien que le résultat marketing obtenu sur le site. Le troisième truc que tu peux lui dire, c'est voilà, un troisième objectif qu'on peut fixer ensemble, c'est comment les réseaux sociaux vont t'aider à générer du trafic et à générer des leads. Et pourquoi pas à générer du revenu traçable directement. Et là, il faut regarder de très près quelle est l'activité qui est menée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on parle de contenu et d'engagement et de conversation, quelles sont les activités qu'il faudrait
changer, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait changer à ça ou renforcer dans ce qui est déjà fait aujourd'hui, et comment est-ce qu'on va intégrer là-dedans l'envoi vers le site web, vers des assets sur le site web qui sont des assets à valeur ajoutée. Encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne s'agit pas de sortir dehors de ta maison, d'aller sur le trottoir en disant achetez-moi, achetez-moi, achetez-moi. Il s'agit de sortir et d'aller sur le trottoir dehors en disant j'ai des trucs à vous donner, est-ce que ça vous intéresse? Ah oui, ça m'intéresse. Tenez, le voilà. D'ailleurs, si vous voulez m'acheter maintenant que je vous ai donné mon truc, ah bah maintenant je t'écoute parce que tu viens de me donner un truc. Donc réfléchir à ce qui va être pour les gens que tu souhaites attirer, le miel qui va vouloir les faire venir vers ton site, trouver quand est-ce que tu peux placer ce renvoi de trafic des réseaux sociaux vers ton site. Et une fois que tu as fait ça, traquer ce qui va se passer sur ton site. Et bon, c'est là, pour faire ma petite promo personnelle, c'est là qu'intervient l'outil de ROI qu'on a lancé il y a quelques semaines de ça, qui va permettre d'automatiser le tracking des liens que tu vas renvoyer vers ton site web et la mesure et le reporting sur ce qui se sera passé sur le site web une fois que les gens auront été visiter ton site, sign up à ta newsletter, à ton webinar, downloader ton e-book, inscrit sur ton essai gratuit ou acheter ton produit e-commerce. C'est vrai que c'est tout ce que tu viens de dire. Alors là, tu viens de créer une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Là, tout à l'heure, je t'ai écouté en 3 points selon les demandes clients ou selon le succès à atteindre pour le client. Donc, c'est super cool. Pour la partie tracking sur Agorapples, tu vois, ça c'est intéressant parce que les community managers, ils sont toujours en train. Moi, j'étais social manager, community manager, j'étais toujours sur Bitly, enfin Bitly, je sais pas comment ça se dit en français, en anglais. Ouais, je pense que Bitly, ça ira. Bitly, moi j'ai Bitly, voilà, Bitly. Sur Switch, enfin, il y en a plein des réducteurs de liens pour essayer de traquer un peu, pour essayer de voir d'où ça part, où ça vient. Et c'est vrai que c'est l'enfer, et donc ça sera ça a l'air d'être un super truc, en tout cas pour les community managers, parce que on galère vraiment avec ce genre de truc, nous. Sur comment traquer des liens sans sortir de l'outil, aller chercher raccourcir une URL, revenir, le re-rentrer dans l'outil, le programmer. Enfin, c'est l'enfer. C'est horrible. L'enfer, c'est un pléonasme. C'est épouvantable. Et c'est une cliente, d'ailleurs, que j'interviewe cette semaine dans un podcast que je lance moi-même très bientôt, qui m'a éclairé, illuminé sur ce sujet-là en me montrant comment elle faisait pour aller traquer les centaines de liens qu'elle mettait sur les commentaires sur ses pubs Facebook. Quand j'ai vu ce qu'elle faisait, je dis c'est inhumain. L'esclavage d'il y a 2000 ans, c'était pas mieux, si tu veux. Et donc, j'ai vraiment voulu régler ce problème en d'une part automatisant toute cette partie-là pour que toi, quand tu dis ah mais merci de la question, on a un e-book qui répond exactement à ça, ou on organise un webinar pour répondre à la question que tu viens de poser, tiens voilà le lien pour t'inscrire, toi tu mets juste le lien du webinar ou du e-book ou quoi que ce soit, et derrière l'outil, le nôtre, il s'occupe d'ajouter le tracking, de minifier le lien, de faire en sorte que tu n'as absolument rien à faire et que derrière, dans tes outils de tracking, voire même dans Agorapples, si tu as connecté ton outil de tracking, si c'est Google Analytics à Agorapples, on va te dire ce message à ce moment-là, sur ce profil-là, il a généré cette visite, cette inscription, ceci, cela, et toi, tu n'as absolument rien eu à faire. Et c'est ça la petite. Alors j'ai déposé un brevet pour ça depuis lundi. Il est officiellement déposé aux États-Unis pour protéger l'idée. Ouais. Et c'est l'idée sur laquelle on bosse depuis plus d'1 an maintenant pour rendre ce truc-là simple et facile. C'est vraiment ce que devaient faire les outils. Et c'était étonnant d'ailleurs que personne ne l'ait fait avant nous. Ouais. Bah écoute, là c'est parti. Donc moi je serais curieux de voir ça. Après moi je génère pas énormément autant de trafic qu'avec des clients comme avant en solo, donc c'est un peu différent. Mais c'est vrai que quand tu génères des centaines, voire des milliers de visites, de liens, de renvois vers des blogs et tout, ça doit être vraiment utile à fond, quoi. Alors on a des clients qui génèrent 150 à 200 000 $ de chiffre d'affaires mensuel depuis Facebook et Instagram, ou YouTube, ou LinkedIn, ou Twitter, ou Pinterest, qui font un business colossal. Alors c'est pas des petits, hein. Ils font aussi un business colossal en publicité. C'est pas des boîtes, ils ne font pas que ça. Mais les points communs souvent, c'est que c'est souvent du e-commerce. Donc c'est souvent des gens qui vendent des produits en ligne et c'est souvent des produits
qui s'achète s'achète bien, ça s'achète vite, tu vois. C'est pas une voiture, par exemple, ou une maison. C'est des choses. Ah tiens, je m'achèterais bien un tapis. On a un client rugs.com qui vend des tapis. C'est le plus gros site e-commerce de vente de tapis aux US. C'est près de 200 000 $ de chiffre sur Facebook et Instagram tous les mois. Et tu vois les achats de tapis qui tombent toute la journée et énormément grâce à du social organique, quoi. Ok, bah tu vois, là on repart sur l'organique pour. Alors, tu vois, il y a différents types d'objectifs organiques gérés par les community managers sur les réseaux sociaux. Il y a l'acquisition organique de nouveaux abonnés. Enfin, ça c'est possible encore, c'est encore faisable. L'engagement et fidélisation. Enfin, toi, tu t'en parles comment de ça? Là, j'ai parlé du tofu, mofu, bofu, quoi, en fait, du modèle comme ça. Toi, tu le vois comme ça ou il y a des étapes entre où tu complexifies l'entonnoir? Non, le tofu, mofu, bofu existent tous les trois sans aucun. Tu vois, ils ont toujours existé, ils existeront toujours. Oui. Je pense que quand tu me dis ça, au fond de toi, tu te dis, j'ai toujours été convaincu, ou on m'a toujours dit, ou je pense que les réseaux sociaux, c'est du tofu, c'est du top of the funnel, donc c'est ce qui se passe en haut pour générer de la visibilité, l'awareness, etc., etc. Et je pense que ça peut être ça dans beaucoup de cas de figure, mais ça peut aussi être du bofu, du mofu, ça peut être tout ce que tu veux. Ça peut être un mix de tout ça. De la même manière que tes emails, ça peut être un mix de tout ça. Tes webinars, ça peut être un mix de tout ça. Toutes tes activités marketing vont être un mix de tofu, bofu, mofu. Et si tu arrives à avoir une stratégie de contenu et de présence web qui fait les trois, tu as gagné. Parce que si tu dois segmenter chaque contenu que tu crées, ça c'est un contenu tofu, ça c'est un contenu mofu, ça c'est un contenu bofu, tu fais 3 fois le travail de création de contenu, c'est excessivement fatigant et éreintant, et il faut pas se mentir, on est une boîte de 170 personnes, nous, c'est beaucoup, 170 personnes pour énormément de gens, ça reste une toute petite boîte et on a des moyens limités, et si on commence à se créer des obligations de création de contenu qui est, on doit tout créer en triple et on doit tout réfléchir en triple, on ne s'en sortirait pas. Donc la clé, c'est vraiment de se dire, comment je peux faire un contenu qui va déclencher intéressant ce que vous dites. Ça, c'est le tofu. J'avais jamais entendu parler de vous. J'aime beaucoup ce que vous faites et ce que vous racontez, mon petit monsieur. Ça, c'est le tofu. Le mofu, c'est, j'ai entendu parler de vous une fois et j'ai été là et me suis un peu renseigné. Je suis allé, et là, j'ai vu d'autres choses où je me suis dit, intéressant. Et c'est leur produit qui fait ça. Et le bofu, c'est, ok, j'ai été voir, j'ai testé votre produit. Et là, je cherche à avoir un retour d'expérience d'un client qui me raconte comment il utilise votre outil. Et tout ce que je viens de te dire là, ça peut être le même webinar. Dans un même webinar, tu peux faire venir un client qui raconte comment il utilise l'outil d'une manière hyper intrigante et intéressante et différente et innovante et qui déclenche c'est intéressant ce qu'il fait ce client. Et qui utilise ton produit, donc qui va être bofu, mofu, parce que c'est directement lié avec l'outcome, l'objectif final que tu cherches à atteindre. On n'est pas que sur de l'awareness, mais on fait quand même de l'awareness parce que le client est connu, ça va intriguer les gens. Ce que fait le client avec ton produit est différent, innovant, ça va intriguer les gens. Le domaine dans lequel le client travaille, etc., etc. Donc tu peux complètement faire les trois en même temps si tu y réfléchis bien. C'est quoi ton top 10 des indicateurs à suivre en général? Le top 10 des indicateurs à suivre. Top 10, mais peut-être pas top 10, mais parce que là, on parlait de tofu, mofu, bofu. Il y a des indicateurs à chaque étape qui sont importants pour mesurer le ROI. Est-ce que, par exemple, sur l'awareness, en indicateur, les indicateurs, ils sont propres aux réseaux sociaux, mais il y en a qui se retrouvent dans toutes les catégories, quoi. Par exemple, sur l'awareness, les impressions, c'est un indicateur qui est important, quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres, selon toi? Non, oui, les impressions, la portée, l'un ou l'autre, ou la combinaison des deux, ça va être les vues de vidéos si tu es sur YouTube, ou que tu fais beaucoup de contenu vidéo, évidemment, les downloads de podcasts, ou les écoutes intégrales de ton épisode de podcast, si c'est ça que tu fais. En gros, c'est la consommation du contenu que tu as créé, on va dire. Donc après, en fonction de typologie de contenu et de plateforme sur laquelle tu te trouves, cette consommation, elle va être mesurée de manière légèrement différente. Mais au final, le fondamental, c'est la consommation. Combien de fois mon truc a été consommé par combien de personnes, quoi.
tu Donc vois. ça, effectivement, oui, D'accord. c'est l'awareness et c'est la visibilité de ce que tu as fait. Ouais. Maintenant, moi, j'aime bien qu'en plus de la consommation, il y ait de l'activité, c'est-à-dire que ça déclenche une action. Si ça déclenche pas une action, c'est bien, mais c'est un peu comme un couscous, il manque la harissa, tu vois, il manque un truc quand même, quoi. Tu Ah, as besoin du piment de ouais. l'action pour que tu dises, ah, non seulement ça a été vu par beaucoup de gens, mais en plus ça a donné lieu à une action positive. Alors, les community managers ont peut-être tendance à dire, bah, c'est l'engagement, cette action. Moi, j'aurais tendance à dire, oui, c'est bien l'engagement en plus de la consommation. S'ils consomment et qu'ils engagent, c'est une marque encore supérieure de l'intérêt qu'ils ont porté au contenu et de ce que tu as déclenché chez eux. Ils ont été jusqu'à te donner 5 minutes de leur vie pour te mettre un commentaire ou Mm. 5 secondes pour te cliquer, Ouais. pour te dire j'aime Mm. ou j'adore ou quoi que ce soit en réagissant. Mais s'ils ont été intrigués au point de cliquer, d'aller voir, de regarder ton profil, mais c'est vraiment là, pour moi, tu as vraiment atteint ton objectif. Donc si tu devais te dépasser à chaque fois que tu postes un contenu sur les réseaux sociaux, c'est ce truc-là qu'il faudrait aller chercher. C'est au-delà de scroll, 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 like, scroll, 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 like, scroll, 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 Ouais. like. C'est like, oh, stop, oh, clique, ouais, qui c'est cette boîte, qui c'est ce monsieur, qui c'est cette dame, qu'est-ce qu'ils font? Ça m'a l'air intriguant. Ok. Et enfin, est-ce que, alors, en dernière question, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à ma communauté de community manager ou est-ce que tu as un dernier conseil à partager? Bah, ce que je souhaiterais dire, ce que je pourrais dire, c'est ce sont des sujets cruciaux, indispensables. On est rentré depuis quelques mois dans une récession. On voit des entreprises qui licencient à tour de bras à droite et à gauche, des grosses entreprises qui avaient beaucoup de moyens, qui recrutaient beaucoup de gens à des salaires très élevés il y a pas si longtemps que ça. Et le monde se contracte un peu, il se tend un peu, c'est un petit peu plus difficile. Et quand on travaille dans une équipe marketing ou qu'on travaille pour des clients, on est plus en risque d'avoir son salaire coupé ou d'avoir sa rémunération, ses fees, ses honoraires coupés par ses clients aujourd'hui et probablement en 2023 qu'on a pu l'être début 2022 ou en 2021. Donc dans des situations comme celle-là, on a tous, si on veut garder nos jobs ou nos clients, l'impérative obligation de se remettre en question sur la manière dont on apporte de la valeur à notre employeur ou à nos clients quand on travaille en freelance. Et quand on est community manager ou social media manager, se poser cette question-là n'est plus une option aujourd'hui, c'est indispensable. Ça ne veut pas dire que tu vas être obligé tout d'un coup de te transformer en VP Sales et de générer toutes les ventes du business ou des clients pour lesquels tu travailles. Évidemment que non. Mais si tu ne te poses absolument pas cette question-là, tu te mets en risque, et c'est dommage, quand tu sais qu'il y a des moyens de montrer le fruit de ton travail, l'impact du fruit de ton travail sur les business pour lesquels tu bosses, que ces moyens ils sont pas si compliqués que ça. Ne pas les creuser, ne pas les étudier en 2023 va devenir très dangereux et très risqué. Donc moi, mon conseil, c'est ça. Et le deuxième conseil, c'est entoure-toi d'autres community managers, d'autres social media managers et essaye de partager avec eux les bonnes pratiques, comment tu fais, comment tu ferais, regarde moi je fais ça et toi. Parce qu'il n'y a pas pire que d'être tout seul dans son coin et le boulot de social media manager, c'est souvent un boulot solitaire. Parce qu'autant on a plusieurs marketeurs dans l'entreprise et plusieurs personnes qui vont comprendre l'email, qui vont comprendre les initiatives marketing de la boîte, autant les réseaux sociaux, c'est pas forcément toujours beaucoup de monde et c'est souvent une personne dans la boîte. Et quand c'est une personne, c'est difficile de valider ses idées ou de les challenger. Et pour ça, l'idéal, c'est de pouvoir être via une communauté confronté aux idées des autres, confronter ses idées à ce que les autres peuvent en penser et aller chercher dans ces échanges-là et dans ces conversations-là. Finalement, on fait de la communauté du social media aussi, là, mais pour nous, égoïstement, pour notre carrière. Essayer d'apprendre des autres pour pas être tout seul face à son problème de comment je vais créer du ROI, comment je vais créer de la valeur et pouvoir démontrer cette valeur pour garder mon job et voire même pour monter en grade et pour être promu parce qu'on va comprendre à quoi ça sert, à quoi sert ce que je fais sur les réseaux pour l'entreprise. Ah bah super, merci beaucoup Émeric pour tous ces conseils et cette conversation vraiment chouette. C'est vrai que ce que tu viens de dire là, au final, s'entourer, c'est vraiment important. Que ce soit en freelance ou en salarié. Moi, j'ai connu
les deux parties, freelance et salariat, et à chaque fois j'ai cherché à m'entourer, à fédérer des communautés de community managers, et je continue toujours aujourd'hui. Mais en tout cas, merci pour tous ces conseils. Merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir donné un temps de parole et j'espère que ça sera utile aux gens qui nous écoutent.